Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 51, 51 comme Chien 51, un film réalisé par Cédric Jiménez avec Gilles Lellousse et Adèle Exarchopoulos, sorti en septembre 2025, un bon film de science-fiction français, je vous le recommande. Au sommaire de l'émission ce soir, j'entends dire que j'autoriserai la création d'un État palestinien à Gaza. Cela n'a pas eu lieu et cela n'arrivera pas. Benyamin Netanyahou réaffirme qu'il ne permettra pas la création d'un État palestinien et certainement pas à Gaza. Qu'en pensent les débatteurs? Réponse dans quelques minutes. Les enfants aiment les tours de manège. Les débatteurs, eux, raffolent du tour de l'info. Et ce soir, il promet les mêmes sensations fortes qu'un grand 8. Après une courte page de publicité, nous débattrons du drame en Iran. Les manifestants iraniens sont-ils les grands oubliés de la communauté internationale? Rendez-vous à 21h. Taglit, un mot qui fait voyager. Et pas n'importe où, en Israël. Interview avec Régine Conquière, présidente du programme en France, en fin d'émission, juste avant la carte blanche de Julien Assad. Le débat est commencé, voici celles et ceux qui vont l'animer ce soir. Ça se débat, saison 1, épisode 51, en compagnie de Maître Alexandre Bensoussan. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, comment allez-vous? J'aimerais vous faire réagir à un article publié par Le Monde. Benyamin Netanyahou trouble la communauté juive autrichienne en recevant pour la première fois un cadre du parti d'extrême droite FPO. Est-ce que vous êtes troublé par cet allié du gouvernement israélien et ses autres alliés classés à l'extrême droite? Moi, je trouve que le terme extrême droite, c'est un terme qui est utilisé pour étiqueter des gens et pour les disqualifier automatiquement en politique. Si l'extrême droite d'aujourd'hui, telle qu'on l'appelle comme ça, que ce soit en France, que ce soit en Autriche, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Hollande, c'est quelque part, et sans m'être plongé en fait dans les racines de l'extrême droite autrichienne, c'est le seul parti qui propose, c'est un moindre mal, qui va proposer en fait la défense des Juifs et qui va permettre à la communauté juive de vivre en sécurité. Alors excusez-moi, je trouve ça tout à fait normal que Benyamin Netanyahou les reçoive, tout comme on a reçu Jordan Bardella et Marion Maréchal Le Pen il y a quelques mois de ça. En face de vous, Maître Amir Badran. Bonsoir Amir, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, je vais bien. On va parler d'une grande manifestation qui est organisée ce samedi à Tel Aviv. On va voir les images. Quel est l'objectif de ce rassemblement pour nos téléspectateurs? Juste une minute avant les images. On voit les images, très important. Venez, il y a une grande manif, la plus grande qu'on a jamais connue à Tel Aviv concernant... Anak en hébreu. Anak, c'est immense. Concernant la violence et la crime au sein de la société arabe. Et ça va être une manif juifs et arabes ensemble contre cette ignorance totale du gouvernement. Mais je voulais dire un autre mot. Allez-y. Avec un ton humoristique. Allez-y. Je sais que vous êtes branchés football. Oui. Et on est la 51e émission. Oui. Et moi, je vous aurais dit 51, je t'aime, j'en boirai des tonneaux. Qui serais-je? Qui suis-je? Allez-y. 51, je t'aime, j'en boirai des tonneaux, à me rouler par terre dans tous les caniveaux. 51, je t'aime, à boire. Parce que c'est le pastis de Marseille, ça. Eh ben exactement, c'est l'OM. Oui. Mais vous savez pourquoi je ne peux pas faire pastis 51? Parce que sinon, j'ai l'Arcom qui va me dire que je fais la promotion de l'alcool à la télévision. Alors, et je ne peux pas le faire. C'est moi qui l'ai dit. Je ne peux pas le faire. Mais j'ai la référence, c'est le pastis 51, évidemment. Et à Paris, nous retrouvons Yael Lerrer. Comment allez-vous, Yael? Merci. Yael, j'ai une question à vous poser parce que j'ai regardé sur vos réseaux sociaux. Vous militez actuellement contre la loi Yadan, la loi proposée par Caroline Yadan pour la lutte contre l'antisémitisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous luttez contre cette loi? En fait, c'est une loi qui va augmenter l'antisémitisme à la place de militer contre l'antisémitisme. On ne peut pas dire que on ne peut pas faire cet amalgame entre les Juifs français et l'État d'Israël. Et en fait, ce que la loi dit, c'est que tout critique contre Israël, toute critique d'Israël sera qualifiée en tant qu'antisémitisme. Ce que je disais chez vous dans beaucoup des émissions, ce que je vais dire ce soir,
peut être qualifié par cette loi comme antisémitisme. Et je serais condamnable et condamné et je peux aller à la prison à cause de ça. Et moi, je pense que c'est très, très important de laisser l'antisémitisme, c'est un sujet très, très important. C'est-à-dire, moi, personnellement, il y a des trucs dans les lois. Moi même ici, même dans les studios, et avec des autres intervenants, j'étais trop énervée quand on a comparé Hamas aux nazis, et ça m'énerve de la même façon comme quand on compare Israël aux nazis. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire cette comparaison. Okay. Mais jamais, Merci, dans le cadre d'une loi, d'abord parce qu'il y a... Bon, mais c'est juste, il faut juste dire, quand j'ai écouté Alexandre au début de l'émission, on est un jour après les commémorations de la Shoah, et moi, et particulièrement l'extrême droite autrichienne, c'est des héritiers des nazis, et c'est un truc, encore une fois, je ne compare pas ni Hamas ni Israël à nazis, je ne pense pas qu'on peut comparer, mais quand on reçoit l'extrême droite, qui est des héritiers directs des nazis, pour moi, c'est un problème, c'est une ligne rouge. Ok, merci beaucoup Yael pour ces précisions. Et à vos côtés, Rachel Bourlier. Bonsoir Rachel, comment allez-vous ? Mais super. Alors, je suis très surprise qu'un grand supporter comme vous du PSG, vous ayez eu la ref de l'OM. Alors là, vous m'épatez chaque semaine. On connaît quand même les références footballistiques, mais comme j'ai dit, voilà, je ne peux pas faire la pub du Pastis 51, donc évidemment, boire avec modération. Et Rachel, je crois que vous avez un livre à recommander à nos téléspectateurs. Absolument. J'ai eu un cadeau d'anniversaire et je suis plongée dedans. C'est le premier roman écrit par Woody Allen. Voilà, exactement. Il est à l'affiche. Quelle mouche a piqué Baume. Et alors, on connaît Woody Allen comme cinéaste. Alors, il y a Annie Hall, Manhattan, Match Point et plein d'autres. Et là, je découvre son talent d'écrivain. Alors, on est dans le New York. Heureusement, c'est pas celui d'aujourd'hui. On découvre si c'est celui d'aujourd'hui, mais avec la patte de Woody Allen, forcément. Donc, on a envie de redécouvrir New York. On a envie de retourner voir notre analyste, notre thérapeute. On a envie de tomber dans tout ce qu'on aime chez Woody Allen. C'est voilà, le torturé. Alors là, je démarre et je vous le conseille très chaleureusement. C'est le Woody Allen qu'on aime, mais cette fois en tant que romancier. Et voilà, donc si vous aimez lire, si vous aimez Woody Allen, découvrez ce roman. C'était la petite parenthèse littéraire de Ça se débat ce soir. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier. À la question « La paix à Gaza passe-t-elle par l'amnistie des terroristes du Hamas ?» Vous êtes d'accord à 83% avec Mili Cooper-Naouri. Et à la question « La France trahit-elle ses valeurs humanistes en bloquant l'accueil de Gazaouis ?» Vous êtes d'accord à 84% avec Caroline Sportes. Voici le premier débat qui va rythmer cette émission. Benjamin Netanyahou assure qu'il ne permettra pas l'établissement d'un État palestinien à Gaza. Il a également défini les priorités du gouvernement israélien, désarmer le Hamas et démilitariser Gaza. Les objectifs du Premier ministre israélien ont inspiré l'équipe de Ça se débat et nous avons posé 7 questions aux débatteurs. Benjamin Netanyahou pourra-t-il empêcher l'établissement d'un État palestinien à Gaza ? Alexandre Bensoussan a répondu oui et Yael Lerer a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 51, face à face. Numéro 1, c'est parti. Alexandre, vous pouvez commencer 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Yael, vous connaissez le principe, vous enchaînez juste après pour 1 minute. Tout le monde est prêt ? Oui. Alexandre, c'est à vous. Alors regardez, moi je vois plusieurs choses dans cette situation à Gaza. Déjà, il ne faut pas confondre la création d'un État palestinien avec le Peace Board qui a justement été promu par l'administration Trump et quant auquel il a tendance en fait à inviter le monde entier pour y faire partie. Si on met ça de côté, il faut regarder en réalité quels sont les pouvoirs coercitifs de l'État d'Israël sur la bande de Gaza. Les pouvoirs institutionnels, l'État d'Israël se préserve un pouvoir de levier institutionnel, un pouvoir de levier exécutif, et on sait que Benjamin Netanyahou a toujours été le grand adepte du « yes, but », c'est-à-dire le « oui, mais à condition ». Ce « oui, mais à condition », on sait très bien qu'il va pouvoir en fait lever
dès que l'opportunité se présentera, il va pouvoir dire qu'en réalité, si jamais la bande de Gaza redevient une enclave terroriste, elle sera sujet à blocus. Et de plus, on sait, et c'est la chose principale que je tiens à dire ce soir, c'est que Trump est un winner, c'est un homme d'affaires et qu'il déteste les États faillis. Merci beaucoup. Yael, c'est à vous. En fait, un État palestinien, ce n'est pas un projet pour demain. Et les vraies questions, ils ne sont pas ça. Les vraies questions sont les droits internationaux, c'est l'égalité citoyenne entre Palestiniens et Israéliens, entre la mer et les Jourdains. Et ça, en fait, personne ne peut l'empêcher. L'histoire, on atteste que personne ne peut empêcher la libération d'un peuple opprimé et l'arrivée de cette égalité. Malheureusement, en absence d'une pression internationale réelle sur Israël en ce moment, oui, Netanyahou, il empêche beaucoup de choses. Pas qu'un État palestinien. On empêche les malades. Il y a 20 000 malades à Gaza qui ne peuvent pas se soigner à Gaza, y compris presque 500 enfants, 500 malades de cancer qui doivent être soignés dans l'urgence. Et Netanyahou et Israël empêchent leur sortie de Gaza. Et on ne lève pas les blocus en général. Merci beaucoup, Yael. Et tout ça... Merci beaucoup, Yael. Amir, vous êtes d'accord avec Yael ou avec Alexandre? Je serais plutôt d'accord avec les idées que vient d'avancer Yael, bien sûr, parce que quand on parle d'un État palestinien, on parle d'un peuple palestinien qui compte aujourd'hui à peu près 7 millions de personnes, que ce soit à l'intérieur de la ligne verte, c'est-à-dire en Israël, que ce soit dans les territoires occupés, que ce soit à Gaza ou dans la diaspora. Et ce peuple-là a le droit d'avoir un territoire d'une autodétermination, d'une indépendance, des frontières et tout ce qui va avec. D'ailleurs, les Palestiniens et l'État de la Palestine ont un statut d'observateur à l'ONU, à l'Assemblée nationale. Et plusieurs États, récemment la France, ont reconnu cet État. Donc on est dans un processus qui devait être fini il y a longtemps, mais malheureusement, Benyamin Netanyahou fait tout pour arrêter ce projet. Quand Alexandre disait tout à l'heure que c'est le maître de « mais », oui, mais c'est exactement ce qu'on est en train de reprocher à Benyamin Netanyahou, qui à chaque fois dit « je suis là pour diriger ce conflit et non pas pour le résoudre ». Rachel Bourrier, les États-Unis ne semblent pas avoir comme projet la création d'un État palestinien, surtout quand on voit les plans pour la bande de Gaza dévoilés lors du forum de Davos. On est loin de l'idée d'un État palestinien indépendant dans la tête des dirigeants américains aujourd'hui. Je suis pas d'accord. C'est pas ce projet-là. Je pense qu'un État palestinien, mais sous une autre forme, c'est sans une armée, c'est comme par exemple un État comme on peut l'avoir, un État comme Monaco, comme Andorre. Ça veut dire sans une armée, sans le contrôle de leurs frontières, une population qui vit de manière très épanouie, mais qui n'est pas un danger pour ses voisins. Donc ça veut dire que s'ils refusent, ça voudrait donc dire qu'ils ne veulent pas vivre en paix, mais vivre à la place d'Israël. Donc moi, je ne suis pas certaine que les États-Unis n'aient pas envie de ce projet-là. Mais pour l'instant, il y a un objectif, c'est démilitariser le Hamas. Yael. Tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas possible. Yael. Donc il faut d'abord passer par ce projet-là. Moi, je suis pour la démilitarisation de tout le monde. Ok, alors dans ce cas-là, Yael Lerer, comment faire pour désarmer le Hamas? Comment Israël doit s'y prendre? Et est-ce que même c'est Israël qui doit s'y prendre pour désarmer le Hamas? Écoutez, moi, comme je viens de dire, moi je suis pour la démilitarisation de tout le monde. Mais en ce moment à Gaza, d'abord, Hamas il est complètement détruit, c'est-à-dire il n'a pas les pouvoirs armés qu'il a eu il y a 2 ans et demi. Et il est très isolé, il n'est pas soutenu pour personne. Et en fait, les dirigeants de Hamas et des autres Palestiniens, ils étaient déjà d'accord. C'est-à-dire, on avait l'accord qui était fait en septembre et qui était là déjà 1 an et demi d'avance. Tous les accords qui étaient faits, qui étaient proposés
par les Palestiniens, par Hamas, depuis le 7 octobre, y compris la libération des otages, tout était rompu par Israël. Et ça, c'est vraiment la seule manière de le faire, c'est par des négociations. C'est comme la libération des otages. On a dit, on bombarde pour libérer les otages, et finalement, on a tué presque 50 otages qui étaient tués par les bombardements. Et les otages qui sont sortis de Gaza, ils parlent de ce traumatisme des bombardements. Alors, de toute façon, pour démilitariser, c'est que par les voies des accords. Comment démilitariser le Hamas? Je peux poser une question? Attendez, Rachel, non, s'il vous plaît, une seconde. Comment démilitariser le Hamas sans combat? Est-ce que ça passe par un deal, vous pensez? Un deal avec les dirigeants du Hamas? Parce que là, ce soir, Moussa Abou Marzou qui dit « Le Hamas n'a jamais accepté de rendre ses armes sous quelque forme que ce soit. Tout accord concernant Gaza doit être conclu en concertation avec le Hamas. » Il a accordé une interview à Al Jazeera. Là, c'est ce soir. Le Hamas refuse de déposer les armes. Écoutez, je ne connais pas ces propos, je ne les ai pas suivis, mais en tout cas, je peux vous dire que le Hamas est dans une situation pas facile. Mais ce qui est certes, c'est que la démilitarisation du Hamas ne pourra pas se faire par la force. Parce que la preuve en est que 2 ans et demi après, on est toujours là en train de se poser la question. Ils ont moins de capacité quand même. Bien sûr, ils ont moins de capacité, certes. Mais on est en train de discuter, là, la démilitarisation entière du Hamas pour acheminer le fait de l'administration de la part du Hamas vers la part de l'autorité palestinienne. Et donc, cela ne pourra être fait que par les accords. Et il faut respecter les accords de 2 côtés. Alexandre, le mot de la fin sur ce débat, après on avance. Mais déjà, par rapport à ce que Yael dit, je ne peux pas écouter Yael, parce que parler de démilitarisation dans cette zone du monde, ça ne rime à rien. Moi, je vais vous dire en quoi je crois. Je crois en une supériorité militaire telle et tellement écrasante de l'Occident sur le reste du monde que ça crée, et c'est ce qui se passe en fait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on a une supériorité militaire telle que ça crée un effet de dissuasion. Et cet effet de dissuasion, il est extrêmement important qu'il soit toujours disproportionné, qu'il soit entre les mains des Occidentaux. Maintenant, par rapport au Hamas, mais n'oublions pas 2 choses. Le Hamas, c'est un organisme qui est fondamentaliste, donc bien évidemment que dans sa charte même, il ne voudra jamais se réarmer, ça ne pourra plus être le Hamas. Et de 2, il est très affaibli. Tous ses cadres ont été éliminés. Donc il va devoir se désarmer, sinon ce sera par la force. Merci à tous les 4 pour ce premier débat consacré à la situation dans la bande de Gaza. Mesdames, Messieurs, embarquons tous ensemble pour le tour de l'info. Alors, ça va être un tour de l'info un peu rapide. Chacun une réaction et vous ne réagissez pas à l'information de l'autre. Yael Lerrer, je commence avec votre information. Un article de nos confrères du Figaro. Le bilan de la Direction générale des étrangers en France pour l'année écoulée témoigne de l'incroyable pression migratoire. 4,5 millions de titres de séjour valides. C'est une hausse globale de 3,2% en 1 an. Jamais la France n'a été aussi accueillante et ouverte aux autres sous les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron. La France peut-elle accueillir toute la misère du monde, Yael Lerrer? En fait, c'est une lecture très, très erronée des rapports. Et moi, je suis allée sur les sites. Je vous conseille tout d'aller sur les sites du ministère et de l'Intérieur. Il y a les rapports en intégralité. C'est 18 pages hyper intéressantes. C'est-à-dire il y a beaucoup des informations. Et c'est mieux aussi de lire Le Monde. C'est un peu plus intéressant que Le Figaro. Alors, les titres au Monde, c'est immigration. La moitié des nouveaux arrivants en France sont étudiantes ou réfugiés. Alors, il y a, par exemple, des données que je trouvais hyper intéressantes dans les trucs, qui est le nombre parce qu'on parle d'immigration, mais c'est des personnes parfois en fait, c'est la première titre de séjour délivré. Alors, le nombre des étudiantes augmente tout le temps. C'est-à-dire que la France, elle reste un mec pour beaucoup des étudiantes étrangères qui vont, et ça, c'est un truc hyper positif pour la France. C'est-à-dire, c'est exactement les soft power qu'on cherche tout le temps. Alors, d'abord, il y a ça. Ce n'est pas les misères du monde, c'est des personnes il y a très, très peu, c'est-à-dire le pourcentage des personnes qui reçoivent les résidences et titres de séjour pour des raisons humanitaires est vraiment minuscule. Je vais dire encore un truc. Nous sommes là, tous, dans les studios, à Tel Aviv, à Paris, les intervenants, les techniciens, la dirigeante de votre chaîne. Nous sommes tous immigrés.
On est tous immigrés. On est des enfants des immigrés. Moi, je trouve que c'est un peu ridicule. Hein. On parle toujours contre l'immigration et chez vous. On parle partout. En France, 1 personne sur 3, et il y a des origines étrangères. C'est-à-dire, c'est la richesse de la France. C'est la beauté. C'est la beauté de la France. Alors, comment nous, tous immigrés, ou soit des personnes d'origine immigrée, comment on peut parler d'immigration C'est votre comme opinion. un truc négatif? Et vous pouvez le dire sur ce plateau. Et en plus, c'est très intéressant. En plus, parce que, vous par et moi, exemple, on est des étudiants qui ont fait long séjour à Paris et en France. Amir, vous avez la parole, vous la gardez. Un article de nos confrères de la Nouvelle République. C'est assez original. D'habitude, c'est souvent des grands médias nationaux. Là, c'est un média régional. Et vous avez peur. Non, je rigole. Ça va, tout va bien. Le ton monte à Romorantin après le communiqué de la section locale de la France Insoumise qui appelle à l'annulation ou au boycott du concert d'Enrico Macias le 1er février 2026. Dans son propre communiqué, le maire de Romorantin condamne cet appel et il déclare « Enrico Macias a toujours appelé à la réconciliation des peuples juifs et arabes. Alors le boycotter, c'est afficher sans vergogne un antisémitisme que n'excuse pas la souffrance du peuple gazaoui. » Est-ce que vous avez une réaction, Amir Badran? Il faut boycotter Enrico Macias pour ses positions en soutien à Israël? Écoutez, moi, j'apprécie beaucoup Enrico Macias pour ses chansons. Je connais, moi, ses positions politiques. Je sais qu'il est un fan d'Israël. Ça va, ça me dérange pas. Tant que cela reste dans l'égalité et dans le fait de ne pas nier l'autre, de respecter le droit des Palestiniens. Moi, personnellement, je ne le bannirai pas. J'irai à son concert. Mais d'ici là, être d'accord avec ses propos, je ne sais pas. Rachel Bourlier, votre information. Un article de nos confrères de RFI. Tenir des élections maintenant serait une erreur, a déclaré hier soir, mardi 27 janvier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, menacé de perdre sa majorité au Parlement s'il ne parvient pas à faire voter le budget de l'État d'ici au 31 mars. Une réaction, Rachel, est-ce qu'il faut des élections législatives anticipées en Israël ou c'est mieux pour vous d'attendre octobre, la fin du mandat de cette coalition? Benjamin Netanyahou est un vieux loup. Il sait qu'en politique, le timing est important. Donc bon, il vaut mieux, vous savez, en politique, attendre que Benjamin Netanyahou termine. Bon, de toute façon, au plus tard, ça sera en octobre, je crois, oui. les élections. Et la sécurité est importante. Vous avez Israël a des questions de sécurité. Il y a le Hezbollah, il y a le Hamas, il y a l'Iran. Faire des élections là maintenant pendant cette tempête n'est peut-être pas le meilleur moment. Et j'ai envie de vous dire, quand on est français, qu'on voit ça, on fait cette analyse et on voit comment Benjamin Netanyahou, en tant que stratège, même pendant une période d'élection, il attendra le meilleur moment. Et surtout, en tant que stratège, il doit se dire, on fait un bilan et on rendra des comptes après. C'est sûrement l'analyse qu'il est en train de se donner. Et les personnes, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est peut-être la meilleure des choses à faire. Merci beaucoup, Rachel. Alexandre Bensoussan, votre information. À la tribune de la Knesset, le député Yossi Taïeb du parti Chasse a lancé ce mardi un appel aux Juifs de la diaspora. Il a déclaré « Rentrez à la maison. Nous vous attendons ici, les bras ouverts », dans un discours marqué par l'inquiétude face à la résurgence mondiale de l'antisémitisme. Vous avez regardé ce discours? J'en ai bien sûr entendu parler. Oui, j'en ai bien sûr entendu parler. Écoutez, une réaction? Je pense qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, qu'on soit pro-palestinien, qu'on soit pro-israélien, on ne peut nier, au vu des attentats qu'il y a eu ces 2 dernières années, à travers le monde, qui ont une corrélation directe avec ce qui s'est passé depuis le 7 octobre 2023, on ne peut nier qu'il y a eu une explosion des cas antisémites dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, on peut ne pas le vouloir, on peut s'en attrister, on peut défendre un camp ou l'autre, mais quelque part, c'est un fait. Donc, quand on voit que c'est le cas depuis déjà 2 ans, je pense que c'est la réaction tout à fait logique de Yossi Taïeb d'appeler les Juifs du monde pour essayer, en fait, de les inciter à monter, pour leur ressouligner le fait qu'ils ont une maison et qu'ils auront toujours une maison ici dans laquelle ils seront accueillis, bien évidemment. Et qui mieux que Yossi Taïeb pour en parler? Bonsoir Yossi Taïeb.
merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors, vous avez entendu le commentaire de notre cher Alexandre Bensoussan en plateau qui a salué votre discours. Ce discours, il a marqué les esprits chez beaucoup de francophones en Israël et même au-delà de la communauté francophone. Alors, pourquoi Yossi un tel discours à ce moment-là? Tout d'abord, merci Raphaël de me donner la parole. Je souhaite d'abord remettre les choses dans leur contexte. Mon discours d'hier en séance plénière à la Knesset a été à l'occasion de la journée internationale de la commémoration de la Shoah, de la lutte contre l'antisémitisme. C'est un moment de mémoire, de réflexion, mais aussi, je pense, de responsabilité. Et c'est dans cet esprit que j'ai choisi de parler directement de la situation des Juifs de France, d'Europe, de la diaspora. Je lis entre les lignes. Ce qui se passe aujourd'hui est que beaucoup de Juifs ne se sentent plus vraiment en sécurité. Ce n'est pas juste une impression, ce sont des faits que je constate tous les jours. En effet, je me suis adressé aux Juifs de la diaspora et très particulièrement aux Juifs de France, que je représente ici à la Knesset, en m'exprimant avec les mots très clairs. Israël est votre maison pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, pour leur avenir. Je pense que les programmes d'études, les universités, les yeshivot, la médecine, les grandes écoles, tous doivent être accessibles pour que les Juifs de la diaspora puissent construire leur vie ici en Israël. Alors, vous m'avez posé la question, et la bonne question, pourquoi maintenant? Je pense que c'est tout simplement parce que je reçois des milliers de messages de familles qui cherchent à préparer l'avenir de leurs enfants. Et en tant que représentant des francophones à la Knesset, je ne peux pas rester silencieux. Je pense que j'ai une responsabilité morale, mais aussi politique, de dire les choses clairement. Je pense qu'il faut être factuel. Aujourd'hui, dans le monde, notamment le terrible attentat à Sydney, dans le monde entier, on voit une hausse d'actes antisémites chaque année, des centaines, voire des milliers d'actes antisémites. Je pense que lorsqu'on a des centaines et des milliers d'écoles, de synagogues, de centres communautaires en diaspora qui vivent sous une protection policière permanente, et chaque année, on constate que des milliers de familles s'informent concrètement sur la LIA et sur les moyens pour leurs enfants de venir étudier et de vivre ici en Israël. Alors, il est clair, j'ai reçu aussi des messages hier après mon discours. Certains m'ont noté, m'ont dit que j'exagérais. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Je pense qu'il ne s'agit pas de Yossi Taïeb, dramatisation. bien sûr. Ce sont des signaux clairs qui sont durables, documentés. Je pense que ignorer ces faits serait irresponsable de ma part. C'est la raison pour laquelle... Yossi Taïeb, est-ce que vous sentez que les Juifs de la diaspora sont abandonnés par leur gouvernement? Hier, on avait, dans cette émission, un responsable communautaire juif espagnol, après ce qui s'est passé à Barcelone. Et lui, il a accusé de manière très claire le gouvernement espagnol, selon lui, a une part de responsabilité dans la montée des actes antisémites en Espagne. Il a dit, évidemment, tous les Espagnols ne sont pas antisémites, mais ce gouvernement souffle sur les braises et crée un climat fertile pour les antisémites. Je vais vous dire, Raphaël, mon rôle en tant que député à la Knesset n'est pas de juger la France ni les autres pays du monde, bien entendu, mais d'anticiper et d'alerter le gouvernement israélien, de préparer Israël à être prêt à accueillir ceux qui frappent déjà à notre porte. Je pense qu'il y a une dimension institutionnelle. Ce que je dis ne relève ni d'un discours militant, ni d'une appréciation personnelle. Ce sont des faits issus de rapports officiels et du terrain. Je pense que la responsabilité, tout d'abord, des dirigeants israéliens, et la mienne en première, est d'anticiper et non pas d'attendre la crise. Dernière question. Et je pense que notre devoir est, Raphaël, de transformer l'antisémitisme dans le monde en moteur d'intégration. C'est préparer des programmes concrets. Je parle de la reconnaissance des diplômes, l'accompagnement des étudiants, le soutien aux familles. Yossi, vous anticipez ma question. Est-ce que la coalition actuelle, depuis son élection en novembre 2022, a été, selon vous, à la hauteur du défi de l'Alia? Pas assez. J'ai été très clair. Et je dis pas ça, c'est pas de l'émotion. Je pense que préparer ces programmes, comme je vous l'ai dit, la reconnaissance, l'accompagnement, etc., c'est pas de l'émotion. Ça s'appelle de la gouvernance.
Et je pense que lorsque je m'exprime, surtout après 20 ans, après la commémoration de la prise d'otage de Ilan Halimi, de son assassinat, je pense que depuis ce drame, la communauté juive de France et du monde vit, on pourrait dire, dans une angoisse permanente. Et on pourrait appeler ça peut-être une sorte de traumatisme. Ce traumatisme reste vivant. Il montre, je pense, que pourquoi le gouvernement israélien doit agir aujourd'hui sans attendre le prochain drame. Et c'est la raison pour laquelle mon message a été clair, surtout envers le gouvernement israélien. Israël doit être prêt. Elle n'a pas assez fait pendant ces dernières années, je pense pendant ces décennies, mais surtout depuis mon entrée à la Knesset. On a fait certaines, je dirais, certains pas, que ce soit la reconnaissance des diplômes des podologues, d'autres, mais le gouvernement israélien doit faire en sorte Merci beaucoup. De pouvoir accueillir ces juifs, faciliter leur intégration, transformer la peur en projet d'avenir, et la mémoire l'oblige. Et je pense que c'est la responsabilité politique aussi d'anticiper et toujours plus responsable qu'improviser. Et c'est justement mon appel que j'ai fait hier pendant cette intervention en séance plénière. Merci beaucoup, Yossi Tayeb. Je rappelle que vous êtes député du parti Chasse en Israël. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Vous avez vu, on a annulé la publicité pour qu'on puisse gagner un peu de temps. Donc, on va passer tout de suite au second débat de cette émission. Donald Trump menace l'Iran d'une nouvelle attaque américaine, bien pire que la précédente. Est-ce une menace en l'air ou l'annonce d'une attaque imminente? Cette déclaration a inspiré 7 questions à l'équipe de Ça se débat. 30 000 morts en Iran. La communauté internationale est-elle lâche face au Mollah? Rachel Bourlier a répondu oui et Amir Badran a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 51, face à face. Numéro 2, c'est parti. Rachel, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Amir, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? Rachel, c'est à vous. Oui. 30 000 morts, vous vous rendez compte, ce n'est pas un bilan, c'est une exécution de masse à l'échelle d'une nation. C'est une ville tout entière rayée de la carte par sa propre dictature, pendant que les Mollahs financent à Gaza et au Liban, eh bien, ils pendent toute une jeunesse aux grues de Téhéran. Et pendant ce temps, eh bien, que fait la communauté européenne, internationale? Elle regarde ailleurs. Seuls les États-Unis et Israël appellent un chat un chat. L'Europe fait de la diplomatie de salon. Et pendant ce temps, nous, que fait-on? Eh bien, nous regardons malheureusement les gardiens de la révolution qui ne sont malheureusement pas nommés par l'Europe, comme je vous le disais il y a quelques instants. Bruxelles cherche le mode d'emploi juridique, mais surtout pour ne pas froisser son ami de Téhéran. Elle maintient ses ambassades et on parle de qui, de quoi? De la couleur des cordes de pendaison. Amir, c'est à vous. L'oppression du peuple iranien par le régime est inquiétante et terrible. Cependant, la question à poser est inappropriée. D'abord, vous devez vous douter comment ça se fait qu'Israël sait et suit le nombre exact, avec une certaine certitude, des morts dans un pays lointain et renfermé, et en même temps reste dans un flou total, dans une incertitude, ne sachant pas qu'il y a 75 000 morts palestiniens à 2 km de ses frontières. Lâcheté? La réponse est non. Ça s'appelle deux poids, deux mesures. Peut-être ingérence alors? La réponse est oui. Nul n'est assez naïf de croire qu'Israël, les Américains ou les États-Unis s'inquiètent vraiment du sort des Iraniens ou de leur démocratie. Ce ne sont que les intérêts occidentaux qui les poussent. Alexandre, vous êtes plutôt d'accord avec Rachel ou avec Amir? Je suis d'accord sur la dernière partie. Je vais vous surprendre. Je suis d'accord sur la dernière partie en fait de l'intervention d'Amir. Je vous avoue. Et on en avait parlé il y a 2 semaines. On en avait parlé il y a 2 semaines. Je vous avoue que à l'heure actuelle, je ne peux absolument pas me prononcer sur ce plateau et savoir et vous donner en fait mes prévisions concernant le fait
que les États-Unis vont attaquer ou non. Donald Trump est tout à fait imprévisible. C'est un homme d'affaires, c'est la façon dont il régit les choses. Il a en plus tendance à être fort avec les faibles et extrêmement faible avec les forts. On l'a vu au forum de Davos. On voit en fait ses manigances sur les tarifs depuis déjà 1 an et quelques qu'il est au pouvoir. Donc, je vous avoue que rapprocher toute une armada... On sent qu'il vous agace un peu. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est imprévisible. C'est quelqu'un qui est imprévisible. On le voit sur le marché américain. Vous avez peut-être entendu parler du taco Trump. Donc, c'est Trump qui va imposer, on va dire, des tarifs pour les lever le lendemain, qui va, on va dire, jouer fictivement avec le marché, qui va justement essayer de satisfaire tous ses amis qui sont dans différents boards en fait, de grandes sociétés. Vous avez perdu de l'argent en bourse à cause de lui, on dirait. Je vous avoue que là, vous évoquez un sujet très sensible. Mais j'ai senti. Mais il s'avère que c'est un personnage on ne peut pas lire en fait dans le jeu de Donald Trump. Et finalement, lorsqu'il y a un intérêt économique plus profond qui va toucher aux États-Unis, il ne faut pas s'attendre en fait à ce que Donald Trump soit le garant en fait d'une paix mondiale. Et en plus, on l'a vu, ce qui souligne le plus ce que je viens de dire, c'est lorsqu'il s'est prononcé sur le prix Nobel de la paix. Moi, ça m'a frappé. Je n'ai pas eu mon prix Nobel de la paix. Par conséquent, le temps n'est plus à la paix. Et je vais pouvoir me permettre en fait de faire tout et n'importe quoi. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Yael, est-ce que vous êtes en faveur d'une opération américaine qui peut-être précipiterait la chute du régime des Mollahs? Moi, encore une fois, je ne crois pas. En fait, moi, je pense qu'il faut juste des négociations, des accords. Je suis contre toute opération militaire. On tue trop de civils en Iran, mais on a vu aussi la riposte iranienne qui est tombée en Israël. Il y a toujours en Israël beaucoup de personnes qui sont perdues leur maison. C'est beaucoup moins, et je suis d'accord avec Amir, il y a des poids, des mesures. C'est beaucoup moins qu'à Gaza, mais c'est horrible pour moi. C'est autant qu'à Gaza, Yael. C'est autant de civils qu'à Gaza. Alors, j'arrive pas à comprendre. Non, mais excusez-moi, en Israël, 75, j'arrive pas. Oui, mais il y a combien de morts civils à Gaza? Yael n'a pas terminé. J'arrive pas. Civils et Hamas. Yael n'a pas terminé. Il y a beaucoup plus de morts civils. À Gaza, il y a 20 000 enfants. 20 000 enfants qui étaient directement. Alors, et ça, il n'y a pas de questions sur les morts civiles. Madame, il y a autant de morts civils à Gaza qu'en Iran. Amir vient de dire, les chiffres sont pas clairs. Dans tous les cas, je ne peux pas vous écouter de manière rationnelle. Moi, j'ai participé dans une manif à Paris. Moi, j'étais pas comme vous. Alors, quelle est votre solution pour l'Iran? Manif à Paris la semaine dernière, qui était ni Cham ni Moula en solidarité avec des exilés iraniens. Est-ce que vous me permettez de vous poser une question? Raphaël, Yael, je veux juste vous poser une question, s'il vous plaît. Vous soutenez le fait, et on vous entend en fait depuis toujours, bien évidemment dans cette émission en particulier, quant au fait qu'il faut une démilitarisation de tout le monde, il faut se tenir la main, chanter des louanges, il faut absolument que tout le monde soit conciliant envers son voisin. Qu'est-ce qu'on fait en Iran? D'où vient cette conciliation? Parce que je vous garantis que les Mollahs ne vont pas s'arrêter de tirer sur la foule. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous écoute. On négocie. Moi, je peux vous dire qu'en fait, même si on n'a pas les chemins clairs et directs, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on négocie, Mais qui négocie avec qui? La foule avec les Mollahs? Mais de toute façon, oui, avec le régime actuel qui était élu, malgré le fait que moi, je l'aime pas. Mais qui doit négocier? C'est moi, iranienne, et j'aurais Raphaël. jamais... Mais il y a aussi... Attendez, vous n'êtes pas que tous les deux. Mais ce qui est important, Rachel. ce qui est important, une chose, juste, je vais compléter. Même si on ne sait pas quoi faire exactement, l'option rapide, la force, la mort, les bombardements, c'est jamais une option. moi, j'aimerais juste... Rachel. Moi, je m'interroge sur un point. Benjamin Netanyahou a été traîné jusqu'au CPI, alors que Israël, je rappelle, après le 7 octobre, s'est défendu. Là, on parle de 30 000 morts, mais des chiffres, je pense, vont être augmentés. La population a été plongée dans le noir pour que vraiment ce massacre soit fait de manière, qu'on ne voit rien d'ailleurs. On attend quoi? On continue. Les ambassades ne sont pas fermées. Les sanctions, on continue. Il n'y a aucune sanction. Ils continuent de parler avec les ambassades. On attend quoi pour les traîner devant les tribunaux? Alors heureusement, il y a des ambassades. Rachel, on a appris avant l'émission que la France soutiendra l'inscription des corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste européenne
des organisations Absolument. terroristes. Pour vous, Et Israël s'est félicité de cette décision française. Pour vous, c'est une bonne chose? Ça va faire avancer les choses? alors, c'est une bonne chose, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et heureusement, il y a des avocats franco-iraniens qui sont en train de monter des dossiers pour justement traîner ce régime devant la Cour pénale internationale. Parce que ce qu'on a On ne fait peut pas à une essayer de démocratie, passer au traité de Rome. à un pays, on ne fait pas la même chose à des non, mais- dictateurs, mais ça va pas. Et- ou quoi écoutez, c'est Amir. exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est 2 poids, 2 mesures. On peut regarder un peu ces 2 images qui sont juste là en face de nous. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup moins. L'image du Amir, il y a Iran beaucoup moins de manifestations et en l'image soutien aux de- civils en Europe et dans l'Occident. Il y a beaucoup moins de manifestations en soutien aux civils iraniens. Seulement la diaspora iranienne qui manifeste. C'est des petits comités de manifestation. On a vu Non, mais c'est pas à vrai. Londres, C'est pas il y a vrai. Merci, énormément madame. de manifestations Un minimum en Europe d'honnêteté. et C'est pas vrai. aux États-Unis D'abord- en soutien aux civils de Gaza. Donc le 2 poids 2 mesures, peut-être D'abord- qu'il est de l'autre côté. Amir. D'abord, permettez-moi de ne pas être d'accord avec votre raisonnement. De 2, la situation est terrible parce que ces grandes puissances, que ce soit les États-Unis ou les Européens, sont toujours menées par leurs intérêts, que ce soit des intérêts politiques, régionaux, géopolitiques, économiques, ainsi de suite. C'est ce qu'a dit Donc- Alexandre. On est d'accord. Donc là, dire que là, nous, en plateau, que Israël se fait des grands soucis pour le peuple iranien, et que ça a commencé parce que justement les mollahs sont en train de tabasser leur peuple, c'est vraiment de l'hypocrisie. Tabasser, C'est c'est- de Je suis l'hypocrisie. d'accord, mais on a un intérêt. Ah, écoutez, à ce que le- écoutez, Tabasser, c'est Et quand pour- même et un mot même- très faible. Massacrer. Non, mais Massacrer et tuer, alors qu'on a eu en gros, la même situation qu'il y a un régime qu'il y a le gouvernement israélien qui est en train de Il n'y a pas eu le massacrer 7 tout un octobre en peuple. Iran. Il n'y a pas eu Massacrer le 7 un octobre en peuple. Iran. On a juste Il n'y a pas eu le. 20 000 Et pour les la population Amir, population israélienne, la population iranienne n'a pas fait le 7 de octobre. 7 Vous pouvez pas octobre en dire- Iran. Non, mais La 20 000 population enfants, iranienne- on est bien d'accord que le 20 000 Mais enfants, ils n'en faisaient de pas partie du brandir- Hamas. Amir, mais arrêtez On de est bien brandir- d'accord là-dessus. Amir, arrêtez de brandir 20 000 enfants, même si je vais selon vos chiffres. Alors justement, Mais vous savez parlons-en quoi des chiffres. Mais parlez des chiffres. laissez-moi terminer en une phrase. Quel est Laissez-moi votre chiffre terminer en une Quel est phrase. votre chiffre Quand vous parlez C'est des terrible, chiffres, c'est- moi je me demande. C'est très cynique de parler des chiffres, mais on en justement- est arrivé là. Mais justement, Alors parlons-en parlons-en. des chiffres. Combien y a-t-il de morts Là, à quand Gaza on a l'affiche de 30 000 morts en Iran, qui vous dit que ces chiffres est vrai? Non, c'est 30 000 morts en 2 Qui jours. c'est qui C'est vous 30 dit 000 que morts ces en 2 chiffres? jours. Moi, je crois que c'est encore plus grand que ces chiffres. Mais je comprends pas, vous Mais- reprenez mais nos c'est- arguments depuis des mois maintenant Mais c'est concernant fou. Gaza. Non, mais c'est fou. Comment est-ce qu'on peut, dans un pays qui est aussi enfermé, aussi lointain, de dire, nous, on s'inquiète au nombre de morts qui existent, alors que les morts attendez, palestiniens, ils Amir, sont juste Amir, là. Est-ce que Vous dites, vous êtes en savez faveur? pas Attendez, que- alors attendez. c'est pas la le vrai même chiffre. chose. Attendez. Mais c'est pas la Amir, même chose. C'est Amir. jamais la même chose. C'est Stop, pas- stop, stop. c'est jamais Rachel. la même chose. Rachel, Mais parce qu'on va pas comparer. Bah oui, on Mais va pas peut comparer les êtres comparer ce qui humains. n'est On pas peut comparable, si c'est des Amir. Palestiniens, on a le droit de les tuer. Mais si c'est Oui. des Iraniens, écoutez, on se demoute. Non, allez-y, Rachel. mais alors déjà, c'est pas la même chose. Là, on parle d'un régime qui massacre sa population. Déjà, c'est pas du tout la même chose. Et à Gaza, on parle de terroristes qui prennent comme bouclier humain, la population civile. Et finalement, ce sont les peuples qui payent le prix. Et puis alors, exactement. Et alors bon, et n'en déplaise à mon débatteur préféré, Amir, j'aimerais quand même te dire que la personnalité politique dans le paysage international préféré de la population iranienne, c'est quand même Benjamin Netanyahou. Non, mais ça, dans- je sais que ça va te faire mal aux oreilles. Je Il fallait sais pas, quand même que je sais pas, c'est c'est pas fondé de tous sur les quoi, cas. à mon C'est avis, pas de vous tous les devrez... cas. C'est, Vous devrez Non, mais l'expliquer. Dans tous les cas, Alexandre. dans tous les C'est cas, pas moi, tous je les vous cas. avoue que depuis qu'on a commencé c'est, ce débat, ouais. dans cette partie de l'émission sur l'Iran, je trouve que c'est du whataboutisme d'aller en fait de piocher Gaza. Pourquoi vous parlez de Gaza? On ne peut pas en fait tous s'indigner de ce qui se passe en Iran. C'est-à-dire que j'ai l'impression en fait que ce sujet iranien éveille quelque part, met en indélicatesse certaines personnes avec ce qui se passe à Gaza. Pourquoi? Parce qu'on défend un petit il faut peu. toujours ramener à Gaza, c'est fou. Parce qu'on hein. défend parce un qu'on petit est peu ce qui se passe aussi. responsable. Mais depuis quand c'est un Parce qu'on responsabilité défend iranien un petit peu les mollahs, parce que quelque part, ça Parce nous que met c'est mal notre à l'aise. responsabilité. Pourquoi est-ce que Attendez. vous parlez Hypocrisie totale. Attendez, Attendez, Yael, je parle. Yael a dit tout à l'heure qu'elle avait participé à une manifestation ni chat ni mollah. Donc, on a compris que Yael était pour la chute du Oui, régime, mais Yael ne peut pas. mais pas par une option militaire. Alors, on ne sait pas vraiment comment, mais Oui. pas par une option militaire. Amir, est-ce que vous vous positionnez comme Yael avec le slogan ni chat, donc pas Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran, ni les mollahs? Est-ce que vous êtes en faveur de la chute du régime des mollahs à Téhéran? Écoutez, moi, je suis pour qu'il y ait des élections
et que le peuple iranien choisit leurs représentants. Et en plus, j'ai commencé Comment on y arrive aux élections, Amir? ma minute en disant que l'oppression du peuple iranien par son régime est terrible et inquiétante. Comment on y arrive Mes aux propos ont élections été très clairs là-dessus. Mais moi, je vous pose la question. Et une fois de plus, je pense qu'il y a des points sur lesquels on est d'accord. Par exemple, la faiblesse des Européens et des Américains, le fait que Trump soit complètement indécis, qu'on ne sache pas ce qu'il va y faire demain. Et qu'il le fait agisse que par Macron, un intérêt bien sûr, dicté par les intérêts de chaque pays. le fait qu'Emmanuel Macron, le rappelle, est quand même tenu pieds et poings liés donc, par la détention illégale de Jacques Paris et de Cécile Collère dans les geôles iraniennes. Non, ils sont actuellement dans l'ambassade de France à Téhéran. Alors, oui, ils sont dans l'ambassade de France à Téhéran, mais en réalité, c'est ce qui l'empêchait de classifier les gardiens de la Révolution Qui était sur la liste, presque bombardé par la liste des organisations les islamistes. Américains. Mais Madame Qui Lehrer, était presque on bombardé vous a entendu, vous êtes en train de par défendre Israël. Hezbollah indirectement. Merci. Non, mais c'est important aussi à savoir. Israël est le Satan du monde. Leur famille était presque Oui, bombardée le par Satan du Israël. monde, bien sûr. C'est-à-dire, on a Bien bombardé sûr. la prison, Mais on a tué des vous ne prisonniers savez politiques. que Mais c'est condamner, vous ne important qu'on proposez utilise rien. la force comme ça. Vous ne C'est proposez important. rien. Stop. La peine elle va tomber du ciel selon Stop. Madame Et Lehrer. on rappelle C'est une chose, les pas déclarations du Non, jour. mais c'est pas c'est les les gens bêtes qui et se tiennent tomber en du avance. ciel. On a Mesdames, laissé- messieurs, On va prier ensemble encore pour que une les fois. mollahs se repentissent et Mesdames, partent à Hawaï. messieurs, les mollahs ne vont pas se repentir et ne partiront Oui, pas il faut le dire à à Hawaï. Madame Lehrer. Je Voilà. crois que là, elle nous a Il faut qu'on avance. quittés Et d'un d'ailleurs, point de vue psychologique. Non. Oh là là, pop. Non, mais Pas d'attaque personnelle. On retire ses propos oui. On retire ses Excusez-moi. propos. Le chancelier allemand a affirmé de son côté que les jours du régime iranien sont comptés. Il a déjà dit ça il y a 2 semaines, alors peut-être que là, il en sait un peu plus. Il avait dit il y a 2 semaines, les jours sont comptés. Là, il le redit encore une fois. Belle déclaration, mais pour l'instant, concrètement, on attend de voir. Voilà. Ainsi s'achève ce second débat consacré aux menaces de Donald Trump contre l'Iran. Passons sans plus tarder à l'interview du tac au tac et on va parler vacances en Israël. Finir cette émission qui était très intense dans les débats par un peu de légèreté, par des vacances en Israël. Bonsoir Régine Conquière, merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors, comment convaincre ceux qui n'ont toujours pas été convaincus de participer à Taglit? D'abord, ce ne sont pas des vacances uniquement. Je voudrais dire simplement que Taglit, c'est un voyage éducatif qui, pour la plupart du temps, change la vie des gens. Donc, c'est un voyage d'identité, c'est un voyage d'union avec les autres, c'est un voyage pour rencontrer toutes sortes de gens qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer. C'est un voyage qui fait étudier l'histoire d'Israël, l'histoire de la Shoah, et qui s'occupe aussi de ce qui se passe maintenant. Ils rencontrent des start-up, des start-upers, ils font vous montrer uniquement la partie extrêmement touristique et sublime d'ailleurs. Mais en réalité, tous ces jeunes-là, ce qu'ils nous disent en rentrant, c'est « je suis parti tout seul et je suis revenu, j'avais une famille ». Est-ce que vous pouvez nous raconter un voyage type de Taglit? Alors, il n'y a pas un voyage type, parce qu'il y a toutes sortes de voyages suivant les goûts des gens. Par exemple, on a eu parfois des voyages gastronomiques. Donc, il y a la base, c'est-à-dire qu'ils vont au mur, ils vont à Yad Vashem. Ils font les choses les plus importantes, mais en dehors de ça, ils découvrent des cuisiniers, ils vont dans des cuisines, ils parlent avec la nouvelle cuisine israélienne, a énormément la cote. Donc, vous avez ça, vous avez des voyages qui sont plus axés start-up, où ils rencontrent énormément de gens qui ont créé des start-up, des patrons de start-up. Ils visitent un centre d'innovation où on leur montre toutes les innovations qui sont faites dans la tech, la medtech, la biotech, etc. Donc, il y a une base de voyage avec certains lieux et il y a surtout le contenu avec des guides extraordinaires, des moniteurs qui sont formés aussi, pas uniquement aux faits, mais qui sont formés à créer des débats où chacun se respecte et chacun peut se donner la parole. Et ça change tout de rencontrer des gens complètement différents. Régine Conquière, échanger. est-ce que ce voyage donne envie aux participants ensuite de faire l'Alia? Est-ce que c'est un peu le but de ce voyage? Et est-ce que vous avez des chiffres au sujet, on va dire, du taux de conversion? C'est-à-dire le nombre de jeunes qui ont participé à Taglit et qui, quelques années après ou quelques mois après, ont décidé de faire l'Alia?
Alors, je n'ai pas les chiffres de ceux qui font l'Alia parce que Taglit n'est pas un voyage d'Alia, c'est un voyage d'identité. C'est-à-dire, on retrouve son identité juive. Et donc, par la suite, nous avons beaucoup de gens qui font l'Alia. Mais la statistique que je peux vous donner, et qui est très importante, c'est une statistique de mariage, en fait. C'est que les jeunes qui partent à Taglit, on a 48% d'augmentation de ceux qui fondent un foyer juif. Rachel Bourlier a un message pour vous depuis Paris. Oui, bonsoir Régine. Comment allez-vous? Bonsoir Rachel. Est-ce que quand on participe à Taglit, on respire, on transpire Israël différemment? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les jeunes d'Europe, de France, d'Espagne, ou même, je dirais, plus que l'Europe, que les États-Unis, il y a urgence à ce qu'ils fassent Taglit pour qu'ils deviennent même un vecteur pour parler ensuite d'Israël face à la montée de l'antisémitisme? Est-ce que finalement, ce ne sont pas eux les meilleurs ambassadeurs aujourd'hui grâce à ce programme pour parler d'Israël différemment? Ils ont une formation qui leur donne les faits et qui leur permet de répondre dans les universités où ils vont, dans les écoles, aux gens qui donnent des fake news et des mauvaises informations. Ils ont besoin de cette connaissance parce qu'aujourd'hui, dans les universités, c'est parfois assez dur pour eux et ils ont besoin d'avoir les arguments nécessaires. Et c'est ce que Taglit leur fournit au cours de leur voyage. Ça, c'est extrêmement important. Alexandre. Et surtout, allez-y. Pardon. Allez-y. Et surtout, Taglit, ça leur donne un sentiment d'apaisement, de savoir où ils sont, qui ils sont et à quoi ils appartiennent. Alexandre, vous aviez peut-être participé à Taglit ou des proches à vous ont participé à Taglit? Alors moi, j'ai jamais eu cette chance puisque je suis venu directement à 18 ans en Israël. Donc j'ai fait un programme Massa, mais en revanche, je ne sais que du bien de Taglit. Je pense que c'est... Je pense qu'il faut augmenter la conscience des gens à 18 ans dans les écoles pour partir en Israël le plus tôt possible parce que c'est ce qui apporte le plus et ça permet une intégration, vraiment de parfaire son intégration, etc. Mais je pense que Taglit est un super programme qui va attirer, vous savez, différents profils. Des gens qui n'avaient jamais entrevu la voie, l'ALIA comme une option possible et qui d'un coup, par une porte ouverte, parfois juste par le fait de se dire pourquoi pas, on va juste faire un voyage, on va prendre un break, va leur permettre en fait d'un coup de sous-peser l'option de partir en Israël. Donc, bravo, madame. Moi, j'ai un phénomène en ce moment qui m'étonne énormément. Nous avons énormément de petits-enfants, d'enfants cachés, qui viennent à Taglit parce qu'ils découvrent très tardivement qu'ils sont juifs et que ça n'a jamais existé dans leur vie quotidienne et pour qui ça transforme complètement la vision du monde. Merci beaucoup. Régine, d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous parce qu'il y a la carte blanche de l'humoriste de l'émission, Julien Assal. Il savait que vous étiez notre invité et il a un message pour Taglit. Et oui, salut tout le monde, salut Raphaël. J'ai vu que vous avez interviewé Régine, la présidente de Taglit France. Moi, je l'ai fait Taglit il y a 5 ans. C'était incroyable. Et je l'ai fait parce qu'on m'a dit là-bas, tu vas trouver la femme de ta vie. Et il y a 5 ans, je l'ai trouvée, la femme de ma vie, mais elle, de son côté, elle me cherche encore. C'est ça le petit souci, si je puis dire. Par contre, j'espère vraiment venir te voir un jour en Israël, Raphaël. Et peut-être que je viendrai bientôt, qui sait, Raphaël, peut-être que je viendrai bientôt te voir. Je sais pas faire de clin d'œil depuis 24 ans. Allez, sinon, j'ai entendu qu'un texte de loi vient d'être adopté par l'Assemblée nationale parce qu'en France, on s'inquiète pour les ados. Alors, ils voudraient interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans à partir de septembre. Et là, ma petite sœur doit être en train de pleurer devant notre télé, elle qui est sur TikTok 28 heures sur 24. Et la solution pour interdire les réseaux, on va leur demander leur âge. Et bien sûr, tous les jeunes vous répondent honnêtement, parce qu'ils ne mentent jamais sur leur âge, encore moins pour rentrer en boîte, aller au tabac ou créer n'importe quel compte en moins de 8 secondes. Tout ça, moi, je l'ai jamais fait de ma vie. J'arrive toujours pas à les clins d'œil. Et les parents, eux, seraient toujours responsables, mais cette fois en version premium, surveiller, limiter, autoriser les plateformes à la maison. Et les plateformes, elles, d'ailleurs, seraient aussi responsables. Voilà, c'est un peu comme demander à Betclic de calmer les parieurs par gentillesse. D'ailleurs, en parlant de paris sportifs, ce soir, il y a des nouveaux riches qui vont arriver, ou pauvres.
18 matchs de Ligue des Champions en simultané, Raphaël. Ça va être une dinguerie. Je sais que tu vas passer une très très bonne soirée. Et pour finir, allez l'OM bien sûr, mais tu le sais déjà. Allez, à demain. On a commencé avec. Amir Vadral a commencé avec l'OM, on termine avec l'OM. Voilà, c'était le fil rouge de cette émission. Merci à tous, merci Alexandre, merci Amir, merci Yael, merci Rachel à Paris. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Sandy Fortis pour le journal de 22h, suivi du retour de Mathias Inbar à la présentation de Défense. Restez avec nous sur i24 News pour tous ceux qui regardent le football. Bon match à tous. Allez, à demain.